L'application DTV, la magie de la télé, vous suit partout dans le monde. Avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV, sous vos yeux, partout, à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. Sur DTV, l'heure du journal et ses titres. Rouverture et renvoi du procès Khalifa Sall, la même cause produit le même effet. Les avocats de la défense n'ont pas tous été avisés par le procureur de la République. Le leader du parti Rewmi Idrissa Seck dénonce une instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes. Le social au cœur du discours à la nation du président de la République. Le chef de l'État joindra-t-il l'acte à la parole? El Hadj Sarr de la COJER n'en doute point, alors que le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly parle de politique électoraliste. Comment va la presse sénégalaise? Les signaux sont au rouge pour certains organes. Le magazine Nouvel Horizon tire sa révérence pour éviter des suivants. Une seule alternative, appliquer le nouveau code de la presse. C'est l'avis de certains journalistes que vous entendrez dans cette édition. Lendemain de fête au Sénégal, flambée de prix de certaines denrées à l'exception du riz, mais les ménagères plaident pour l'amélioration de la qualité du riz local. À voir dans cette édition. Bonsoir. Procès Khalifa Sall, encore un faux départ. Il a été renvoyé au 23 janvier pour la même raison qu'à l'ouverture. Certains avocats de la défense n'ont pas été avisés par le procureur de la République. Maître Doudou se dit étonné de l'empressement par lequel le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, traite cette affaire. Les partisans du député maire de Dakar ont une fois de plus dénoncé ce qu'ils qualifient de procès politique. Code Ndiaye. Second report du procès Khalifa Sall et ses co-inculpés sur demande de la défense. Les avocats du maire de Dakar s'insurgent contre le fait que le procureur n'ait pas avisé certains des leurs. Maître Doudou Ndoye dit ne pas comprendre l'empressement du procureur dans cette affaire. Ces avocats ont invoqué leur droit pour mieux se préparer et l'affaire a été renvoyée au 23 janvier pour que monsieur le procureur régularise simplement les papiers. En 45 ans de métier, je n'ai jamais vu un délai aussi court entre le juge d'instruction et le juge qui juge. Jamais. Dans l'histoire du Sénégal, personne ne pourra me le prouver. Qu'une seule fois il s'est passé un délai aussi court entre le juge d'instruction, je dis bien, et le juge du jugement. Et ensuite maintenant, le jour du juge du jugement, le procureur s'agrippe bec et ongle pour que l'affaire soit jugée aujourd'hui, alors que les avocats de Khalifa, qui préfèrent laisser Khalifa en prison pour une semaine ou deux ou trois, demandent encore ces 3 semaines. Les partisans de Khalifa Sall dénoncent quant à eux un procès politique. Cette affaire a été montée de toutes pièces, uniquement pour le condamner, afin qu'il perde ses droits civiques et politiques. C'est la raison pour laquelle nous continuons à penser fortement que c'est une affaire purement politique. Nous, maires derrière Khalifa Sall, nous félicitons et encourageons Anne Hidalgo parce que nous, maires, nous sommes en danger et j'en suis une illustration. Aliou Sall, son seul mérite, c'est d'être le frère du président de la République. S'il n'était pas frère de Macky Sall, il ne peut même pas être délégué de quartier. Donc aujourd'hui, je pense que n'eût été l'affectation de Nafingom Keïta, c'est lui qui serait en procès dans le cadre du dossier de Petrotim. Le porte-parole du parti Rewmi invite la justice à se départir de la politique dans ce dossier. Il y a eu beaucoup de sérénité de la part du président du tribunal, un peu moins peut-être de la part du procureur qui avait un certain empressement à vouloir juger. Mais nous pensons que le temps du droit n'est pas le temps de la politique et que les relents politiques de ce dossier ne doivent pas prendre le pas sur le caractère éminemment juridique ou judiciaire de ce dossier. Désormais, le président du tribunal de grande instance de Dakar, Malick Lamotte, préside le procès de Khalifa Sall en remplacement au juge Maguette Diop qui devient assesseur.
Vous l'avez sûrement vu, le président du parti Rewmi a lui aussi fait le déplacement pour soutenir Khalifa Sall. Idrissa Seck s'insurge contre ce qu'il qualifie d'instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes. Il poursuit que l'exécutif s'invite parfois dans des dossiers judiciaires. Une grande entrave donc à la séparation des pouvoirs. Idrissa Seck est au micro de Codé Ndiaye. Exprimer toute ma désolation et toute ma tristesse qu'en 2018, le Sénégal offre à la face du monde un tel spectacle où un président de la République manipule l'institution judiciaire pour écarter d'une compétition électorale un adversaire redouté. Je pense que le procès d'aujourd'hui est le procès de notre démocratie, est le procès d'un président de la République, d'un exécutif qui n'hésite pas à se servir de l'institution judiciaire comme d'une arme contre ses adversaires, tout en étant aussi un moyen de protéger les siens. C'est contre cela que tous les démocrates du pays et du monde entier doivent s'élever. Notre démocratie organise la séparation des pouvoirs et nous nous rendons compte qu'au Sénégal, le président de la République manipule encore la justice. Ce ne sont pas les propos d'un opposant. Ce sont des propos que vous avez entendus de la bouche même des magistrats du Sénégal qui se sont largement exprimés à travers vos organes sur la violation de leur indépendance par l'exécutif. Ainsi parle Idriss Seck sur un tout autre registre 2018 ou année sociale selon le pouvoir en place. Le président de la République a beaucoup peu insisté sur la question le 31 décembre dernier. Un appui conséquent est prévu pour les jeunes, les femmes, les couches défavorisées. La charte de la COJER parle d'une volonté de réduire à néant ou presque la pauvreté au Sénégal. En revanche, le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbaké évoque une stratégie de campagne. El Haj Moussabe les a rencontrés. Dans son speech du Nouvel An, le président de la République a fait la part belle aux jeunes, femmes et les couches les plus vulnérables. En gros, une enveloppe de 70 milliards sera dégagée pour les accompagner. La démarche du chef de l'État traduit son engagement de lutter contre les inégalités sociales selon ses responsables du parti au pouvoir. Le président a tout simplement compris que les Sénégalais avaient d'abord besoin d'être soutenus à faire face à la pauvreté, mais que ces derniers devraient être aussi accompagnés, notamment dans l'insertion professionnelle et dans la création d'emplois. L'opposition, elle, il y a une stratégie de campagne. Si cet appui social avait réellement un impact, le taux de pauvreté allait connaître une baisse. Ce n'est pas le cas, le chiffre a haussé et il a largement dépassé celui de 2012. Le programme déroulé manque de pertinence et a des limites. 30 milliards seront donc déboursés pour l'auto-emploi des jeunes et femmes et 40 pour assister 400 000 familles à travers le programme national de bourse de sécurité familiale. Le ciblage de ces couches n'est pas le fruit du hasard, affirme le député. Les 30 milliards de soutien au projet rapide est une ambition politique. Les Sénégalais lui ont consacré 6 longues années. Il n'a pas songé à les soutenir. Donc pourquoi attendre jusqu'au terme de son mandat pour s'y atteler? Les jeunes ne sont plus dupes, de même que les femmes. Si le président avait attendu 2018 ou décembre 2017 pour prendre des mesures allant dans l'accompagnement des familles, on pourrait lui suspecter en tout cas de se préparer à faire du populisme. Pour le responsable politique de la convergence démocratique Bokk Gis Gis à Diourbel, l'adresse du président de la République est la pire de toutes celles que le Sénégal a connues. Pour le républicain, c'est un discours qui répond au contexte actuel.
Consolidons la paix pour que les mesures d'accompagnement déjà initiées par le gouvernement soient consolidées et confortées. Déclaration du président de la République à l'occasion de son adresse à la nation. Une position appréciée à juste titre par les militants de la paix en Casamance. Cependant, le projet d'exploitation du zircon risque de compromettre cet idéal dans la région sud. Ibrahim Fall. Faisons enfin le pas décisif vers la paix définitive. Une paix sans vainqueur ni vaincu. Le mot est lâché par le président de la République. La consolidation de la paix en Casamance après plus de 30 ans de conflit. Un message bien perçu par les Casacés. Ces derniers se disent comblés par le discours à la nation. J'ai une appréciation positive en ce qui concerne l'aspect paix en Casamance. Parce qu'il convient de reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une accalmie qui permet aux uns et aux autres de vaquer à leur occupation sans être inquiétés. Si vous faites l'analyse, il a apprécié la dynamique qui se passe actuellement en Casamance avec l'esprit d'ouverture des acteurs, que ce soit le MFDC qui a accepté maintenant de venir sur la table de négociation. Le projet d'exploitation du zircon dans la région sud, un facteur bloquant du processus de paix en Casamance, à en croire certains acteurs du processus. Pour ces sudistes, l'intérêt national doit primer. Votre chaîne a beaucoup suivi l'évolution de ce dossier et je crois que, à l'exception de ce dossier, je ne connais pas en ce moment un autre dossier qui pourrait plus ou moins être un facteur de risque pour menacer la paix acquise depuis un certain nombre d'années. Le problème fondamental du zircon, c'est quoi? La population a peur de perdre sa richesse en échange d'une muette. Les conséquences, c'est quoi? Mais déplacez-moi d'ici, là où j'ai 10 hectares avec toute ma richesse, et vous m'amenez là-bas, vous me donnez 5 hectares avec 2 millions de francs CFA. Je perds toute ma richesse. Ici, je suis là-bas, je perds tout. Dans 5 ans, les générations futures, la famille, qu'est-ce qu'ils vont vivre après? Le conflit en Casamance, le plus vieux de l'Afrique de l'Ouest. Depuis l'arrivée du président Macky Sall à la tête du pays, une accalmie est constatée ces dernières années. La paix définitive dans la région du Sud, c'est le souhait du chef de l'État. L'espoir renaît pour l'année 2018. L'exploitation du zircon risque de compromettre ce processus de paix. Nous allons d'ailleurs nous arrêter sur cette adresse à la nation. 15 minutes, c'est la durée du discours du chef de l'État. Est-ce que cela obéit aux normes de communication? Est-ce une stratégie de communication axée sur les prochaines échéances électorales? Des professionnels de la communication tentent de faire le décryptage dans cet élément d'Abdoulaye Ndiaye. Ceux qui s'attendaient à un long discours, voire un discours bilan du chef de l'État, ont finalement été surpris. Le chef de l'État a tablé sur 15 minutes. Ses experts en communication tentent de faire le décryptage. Est-ce que ça répond à une logique de communication? Oui, parce que c'est un président de la République qui doit parler aux citoyens sénégalais par rapport à des sujets de préoccupation. Ça, c'est un élément qu'il faut intégrer dans l'analyse. Maintenant, au-delà de cet aspect, est-ce que le sujet en tant que tel, les sujets qu'il a développés, est-ce que c'est des sujets de préoccupation des citoyens sénégalais? Ça l'est. Ce professeur en communication, quant à lui, salue la qualité du discours, notamment sa courte durée. Toutefois, il se désole de l'énumération des chiffres qui, selon lui, devraient refléter sur le vécu quotidien des Sénégalais. Il était dans un format 14-15 minutes, ce qui est assez exceptionnel. Il y a un élément, à mon sens, qui peut être contre-productif dans le discours du président de la République, c'est quand on cite des chiffres. Quand vous dites je mets 400 milliards dans le PUDC, je mets, et que les populations concernées ont tellement l'habitude d'entendre des chiffres, ils attendent des actions concrètes qui se traduisent sur le terrain et qui impactent sur leur quotidien. Est-ce à dire qu'une stratégie politique pour la prochaine élection présidentielle, d'autant plus que des publics reportages ont été faits et passent dans toutes les chaînes de télévision? Ça obéit à une logique de communication politique. Parce qu'on est en 2018, bon, qu'est-ce qui va se passer en 2019? Donc, c'est un président de la République qui communique vers un électorat, mais vers aussi des citoyens sénégalais sur des questions majeures. À mon sens, c'est que c'est un discours qui s'inscrit dans la perspective de l'élection présidentielle de 2019.
Parce que quand on dresse un bilan, ça veut dire qu'on fait un diagnostic de l'existant. C'est pour dire ce qui a été fait et ce qui reste à faire et les perspectives qui s'annoncent. Et il a axé son discours dans cette perspective électoraliste en s'adressant à la cible jeune. Le discours à la nation du chef de l'État était calibré sur 15 minutes avec des sujets condensés. D'ailleurs, la jeunesse a eu sa part belle. Est-ce à dire que le président veut miser sur cette dernière pour gagner les prochaines élections? Je vous l'annoncer dans les titres, Nouvel Horizon prononce son oraison funèbre. Le magazine tire sa révérence à cause d'une situation économique dégradante. Ce magazine n'est-il pas la face cachée de l'iceberg? Certaines entreprises de presse sénégalaises vivent d'énormes difficultés, mais alors, solution, certains journalistes ou les journalistes en totalité veulent l'application du nouveau code de la presse et la révision de la loi sur la publicité, nous dit El Haj Moussa Beya. C'est une entreprise de presse de plus qui vient de disparaître de la scène médiatique. Nouvel Horizon succombe ainsi à ses difficultés financières. C'est dommage qu'une telle institution, un monument de la presse sénégalaise aujourd'hui, donc s'effondre. La menace n'épargne guère les autres entreprises de presse qui, dans leur majorité, peinent à tenir debout. Toutes les entreprises de presse vivantes sont dans des difficultés et peinent à payer leur salaire, et peinent à respecter les cotisations sociales, peinent même à assurer le minimum, c'est-à-dire les charges d'exploitation. Ce sont en réalité des sociétés en faillite, en quasi-faillite. Ce n'est pas constaté sur le plan juridique, mais la plupart des sociétés n'ont pas de contrat pour leurs travailleurs, ne cotisent pas pour la retraite de leurs travailleurs, ne donnent pas des allocations familiales et la couverture en cas d'accident pour leurs travailleurs. Il n'y a pas de couverture médicale. Donc, ce secteur-là est un secteur en crise économique. Pourtant, avec une volonté politique, le code de la presse pourrait servir de solution. La révision de la loi sur la publicité est également une évidence, jugent ces professionnels de médias. L'assiette publicitaire, qui aujourd'hui à presque 90% va à la presse publique, c'est pas normal. Aujourd'hui, il faut arriver à rééquilibrer cette assiette-là. Au mois de juin dernier a été adopté le code de la presse, qui a été promulgué par le président de la République au mois de juillet. Donc c'est une avancée. Okay? Mais ce n'est qu'un pas. C'est un cadre normatif, mais qui doit être complété par des décrets d'application. La précarité notée dans le secteur de la presse balise aujourd'hui une voie qui mène à la corruption. Les professionnels du secteur plaident pour une application stricte du code de la presse, un fonds social pour les cotisations à la retraite. En bref, extirper l'informel du formel pour permettre à l'homme de médias de gagner convenablement sa vie. Autre difficulté, ils sont au total 138 étrangers et 38 Sénégalais à réclamer leur indemnisation depuis près de 2 ans. Après l'incendie du pavillon vert, le directeur général du CICES a fait appel à des experts en incendie et marchandises, mais l'origine de l'incendie reste toujours indéterminée. Conséquence, ces victimes ne pourront toujours pas encore recevoir leur indemnité, ce qu'ils déplorent avec la dernière énergie. Fatim Lo. Au cours de ces 2 dernières années, des experts incendies et marchandises ont été mobilisés pour apporter la lumière sur l'incendie du pavillon vert. La cause de ce sinistre reste indéterminée pour le directeur général du CICES. L'heure est aux mises au point. Des rumeurs circulent que certains sont indemnisés, d'autres non. L'agence judiciaire de l'État est en train de travailler avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de célérité sur ce dossier des sinistrés. Et demander aux sinistrés de renforcer la patience. Ils ne sont ni abandonnés par le CICES, ni abandonnés par l'État. Des efforts qui semblent être une goutte d'eau dans l'océan. Jusqu'à présent, les exposants victimes de cet incendie ne sont pas les choses avancées. On nous a tenu le même discours comme si c'est le même jour de l'incendie. On attendait qu'on nous dise exactement la date de l'indemnisation de toutes les victimes de cet incendie. À ce rythme, vraiment, nous n'espérons rien. Vraiment, nous n'espérons rien. Parce qu'aujourd'hui, on n'a reçu aucune information qui nous soulage. Une lenteur qui est due à la complexité du dossier, soutient le directeur général du CICES. Certains ont fourni des justificatifs
D'autres ont fourni quelques justificatifs et il leur manquait une partie. Et d'autres n'ont absolument rien fourni. Vous voyez la diversité des statuts, vous voyez la diversité des situations. Ne le prenez pas comme un dossier simple. Ce n'est pas simple. Et l'État le sait. C'est un sentiment d'anxiété et de déception qui anime ces 176 victimes. Ils estiment inconcevable que depuis 2015, ils ne peuvent toujours pas recevoir leur dû. Beaucoup d'entre eux ont perdu des millions et sont obligés de prendre leur mal en patience car les indemnisations ne sont pas encore à l'ordre du jour. Les 18 et 19 janvier prochains, Dakar va abriter le premier sommet africain sur la paix, une rencontre qui sera présidée par le président de la République, Macky Sall. Il s'agira à travers cette manifestation d'inculquer aux jeunes la valeur et la culture de la paix. Les délégations des jeunes qui doivent participer à ce grand rendez-vous mondial sont arrivées ce matin en présence de Mansour Sawa. Dakar, puits de ralliement de la jeunesse mondiale, ce sera l'occasion du sommet africain 2018 prévu pour la première fois au Sénégal, les 18 et 19 janvier prochains. Une rencontre internationale placée sous le signe de la paix universelle. Ces jeunes, venus de tous les continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie, ont décidé de prendre un mois de leur précieux temps, qu'on appelle l'impôt du temps, pour venir donner, n'est-ce pas, donc, du service, pour être utile aux autres. Ils vont être à Tuaon-Peulh, ils vont être dans d'autres localités pour mener des actions d'utilité publique. Pour cultiver la paix dans le monde, les jeunes épines dorsales du développement doivent pleinement jouer leur partition. Une symphonie qui à coup sûr aura un écho favorable pour la paix universelle. Quand on parle d'interdépendance, parce qu'aujourd'hui, même le climat, n'est-ce pas, dépend d'un cycle, n'est-ce pas, donc dépend d'un équilibre. Alors donc s'il y a des équilibres quelque part, nous voyons donc nos jeunes, les jeunes en tout cas qui viennent des pays démunis, n'est-ce pas, donc essayer de traverser tous les obstacles, donc au prix de leur vie, au prix donc de traitements vraiment inhumains. Des jeunes qui ont décidé également de se lever pour mener ce combat-là, nous avons cet espoir-là. Cet espoir qu'avec nos gouvernements africains, qu'avec nos chefs religieux, qu'avec nos aînés, qu'avec nos jeunes, nous pourrons vraiment trouver des solutions pour pouvoir avoir une Afrique meilleure, une jeunesse meilleure et un avenir meilleur pour nos futures générations. Les 18 et 19 janvier prochains, Dakar sera donc la capitale de la paix universelle. Une manifestation qui sera présidée par le chef de l'État, le président Macky Sall. En attendant cette date, ces jeunes volontaires venus d'horizons divers seront à Tuaon-Peulh pour des activités d'intérêt public. Massoussou, la paix, on en a aussi besoin pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque. C'est loin d'être une sinécure. Les années précédentes, des problèmes avaient été notés. L'année dernière, 9500 pèlerins ont été pris en charge par les privés. Le regroupement national des organisateurs privés du Hajj et de la Umrah au Sénégal veut créer une nouvelle dynamique pour mieux organiser le Hajj. Adjara Ndiaye. 215 organisateurs privés du Hajj et de la Umrah unis pour un même objectif, améliorer les conditions du pèlerinage à la Mecque. Un impératif au vu des nombreuses difficultés rencontrées les années précédentes. Parce qu'on a constaté que cette année, on a eu beaucoup de difficultés par rapport au temps de Mouna, par rapport au temps d'Arafat. Parce qu'on nous a fait payer 500 rials pour des tentes climatisées au niveau d'Arafat. Alors, arrivé au niveau d'Arafat, on n'a pas trouvé de tente. On n'a pas trouvé de climatisation. Il y a des organisations qui n'avaient pas de tente. Le Sénégal va résolument vers une privatisation effective de l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Un défi et pas des moindres pour les voyagistes privés. Et pour faire une bonne privatisation, il faut une bonne organisation. Donc les privés se sont retrouvés autour d'un idéal qui est le Renefus pour mettre le pèlerin sénégalais qui est au centre du pèlerinage, pour mettre le pèlerin sénégalais dans de bonnes conditions pour effectuer effectivement ces probabilités du pèlerinage. Cette année, le Hajj aura une particularité. Les pèlerins, tout comme les voyagistes, devront pour la première fois faire contrat avec l'AIBD. On a usage de faire des visites au niveau de l'aéroport de Dias pour effectivement identifier tous les problèmes qu'on devrait rencontrer. Parce qu'il faut anticiper
sur l'organisation du pèlerinage. Il faut anticiper. Le regroupement national des organisateurs privés du Hajj et de la Umrah se considère comme l'entité le plus représentative du secteur. Le Ronofus capitalise aujourd'hui plus de 215 adhérents sur les 286 voyagistes privés reconnus au Sénégal. La 111e édition du Gambou de Mbeleche a été un prétexte pour la famille d'El Hadj Daouda Dia de revenir sur les faits saillants de l'actualité à travers leur porte-parole. Ces derniers demandent au président de la République de trouver une solution à l'emploi des jeunes, en plus de dénoncer la position du président Donald Trump concernant Jérusalem. Cette famille attend toujours la construction de la route qui mène vers le cité religieuse. Écoutons à ce propos le porte-parole Aluja au micro de Lena Tchoun. Nous avons également condamné fermement la décision de Trump de vouloir imposer Jérusalem-Ouest comme capitale de la Palestine. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Tout le peuple sénégalais sera debout pour contrecarrer la décision de Trump. Nous avons également invité le président de la République à prendre d'urgence des mesures permettant à nos jeunes diplômés de pouvoir trouver du travail. Si on ne les permet pas de trouver du travail, certes ils prendront encore les barques pour aller mourir comme des mouches dans la mer ou bien aller se jeter entre les mains des assassins libyens. Et je crois que ça, le président Macky Sall en est très conscient. Nous invitons donc le gouvernement à trouver une solution pour l'emploi des jeunes. Intéressons-nous au panier de la ménagère et à son contenu. Vous allez devoir débourser un peu plus d'argent pour vous procurer certaines denrées aux grandes dames des consommateurs, bien sûr. Exception à cette règle, le prix du riz reste inchangé, mais les ménagères plaident pour l'amélioration de la qualité de celui local. On va tout cela avec Mariam Biramba Diop. Le début de l'année rime avec hausse des prix de certaines denrées de première nécessité. Salou Ndiaye, grossiste ici depuis 20 ans, le confirme. Les prix de l'oignon, l'ail et la pomme de terre ont connu une hausse, mais c'est dû au fait de fin d'année célébré dernièrement. Le prix du riz, par contre, n'a pas varié. Les produits de première nécessité comme la viande et certains légumes connaissent une augmentation depuis les fêtes de fin d'année, une situation qui n'agrée pas la clientèle. Pendant les fêtes, les commerçants augmentent tout. Pommes de terre, oignons, l'ail, tout. Et ce n'est pas normal du tout. Pourquoi on l'augmente? Oui, ça doit revenir même prix parce qu'ils ont payé les douanes depuis longtemps, les taxes depuis longtemps. Non, la hausse des prix n'est pas de notre ressort, c'est la loi du marché. Le prix du riz reste stable. Toutefois, ces vendeurs demandent à l'État de revoir la qualité du riz de la vallée, très prisé par la population dernièrement. Le riz de la vallée est très apprécié par la clientèle. Toutefois, il faudra revoir la qualité. Dans cette dynamique, les populations plaident pour le respect des prix établis, ce qui passe nécessairement par un contrôle rigoureux des services étatiques. La culture et la politique, l'artiste musicien a-t-il le droit d'évoquer à travers ses œuvres les réalisations du gouvernement? Ces genres de productions sont de plus en plus fréquents. Des mélomènes et artistes ne voient aucun mal en cela. Ces derniers voient plutôt un business derrière ce choix puisque les CD s'écoulent timidement. On voit tout cela avec Lena Tchouna. On les écoute presque au quotidien. Ces morceaux qui font l'actualité de la scène musicale sénégalaise. Pour chanter les louanges d'une autorité ou évoquer à travers leurs œuvres les réalisations du gouvernement, certains artistes ne se gênent pas, un choix qu'approuvent nos interlocuteurs. Le musicien a le droit de chanter les réalisations du gouvernement. C'est dans l'intérêt du pays. Nous savons tous qu'au Sénégal, chaque régime a ses artistes qui chantent les politiques mises en place. Mais il n'est pas recommandé pour tous les artistes chanteurs de faire des productions de ce genre. C'est des choses qui ne peuvent pas, qui ne
Ça ne surprend pas du mbalax, mais ça surprend toujours quand il s'agit d'un artiste de la culture hip-hop. Parce que le hip-hop, c'est l'énergie, c'est le refus, c'est la contestation. Si un rappeur l'aurait fait, ça aurait fait le tour des médias, le tour des réseaux sociaux, et ce rappeur sera peut-être banni. Même si certains jugent compréhensible cette démarche, cet artiste rappeur soutient que ces musiciens devraient tout de même prendre en compte leur public. Beaucoup d'artistes, effectivement, le font et le justifient par rapport à la situation économique de l'artiste. Parce que le CD est mort, les artistes captent beaucoup plus facile, beaucoup plus rapidement les gens en termes de sensibilisation. Les musiciens comme Alioune Mbaye, Youssou Ndour, Pape Cheikh et plus récemment Pape Diouf, tous ont chanté les réalisations des autorités. C'est à croire que certains artistes cachent mal leur appartenance politique. L'Énetune qui nous fait danser cet élément qui met fin à cette présente édition. Dans quelques instants s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle.